les forces pro-gouvernementales ont repoussé des combattants pro-Haftar engagés dans une offensive pour prendre Tripoli. Face au risque d'embrasement, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce vendredi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite en Libye, s'est dit choqué par la situation dramatique des migrants après être passé dans un centre de détention à Tripoli. Et puis au Soudan, le président Omar El-Béchir a reçu son homologue tchadien Idriss Déby à Khartoum, la capitale soudanaise. Au cœur des échanges, les préoccupations sécuritaires qui engagent les deux États. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. En Libye, les forces alliées au gouvernement ont repoussé ce vendredi des combattants rivaux pro-Haftar engagés dans une offensive pour prendre la capitale Tripoli. Des affrontements susceptibles de replonger le pays dans un nouveau conflit. Mais face au risque d'embrasement, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce vendredi à la demande du Royaume-Uni pour discuter de la crise libyenne. Jeudi, les forces fidèles au maréchal controversé libyen Khalifa Haftar ont lancé une offensive pour prendre la capitale Tripoli, où siège le gouvernement d'union nationale dirigé par Fayez al-Sarraj et reconnu par la communauté internationale. Le même jour, un convoi armé du maréchal Haftar a pris position à 27 km de Tripoli après s'être emparé d'un barrage à l'entrée ouest de la capitale libyenne. Mais ce vendredi à l'aube, une milice rivale originaire de la ville de Zawiya, située à une vingtaine de kilomètres plus à l'ouest de ce barrage et alliée du gouvernement de Tripoli, a repris cette position après un court accrochage chassant les combattants pro-Haftar. Après la reprise du barrage, des dizaines de combattants du maréchal Haftar ont été faits prisonniers et leurs véhicules saisis selon une source de sécurité. Ces affrontements sont susceptibles de replonger le pays dans un nouveau conflit. Face au risque d'embrasement, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce vendredi à la demande du Royaume-Uni pour discuter de la crise libyenne. Il faut dire que l'escalade coïncide avec la visite en Libye du patron de l'ONU, Antonio Guterres, qui a rencontré le Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj jeudi à Tripoli et doit rencontrer ce vendredi son rival, le maréchal Khalifa Haftar. Restons en Libye où le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite, s'est dit choqué par la situation dramatique des migrants après s'être rendu dans un centre de détention à Tripoli. Selon le patron de l'ONU, cette situation n'est pas la responsabilité de la seule Libye, mais aussi de toute la communauté internationale. Voici les images. Antonio Guterres dit avoir été très touché et choqué par le niveau de souffrance et surtout par le désespoir des migrants après une visite qu'il a effectuée dans un centre de détention à Tripoli. Le secrétaire général de l'ONU l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse au deuxième jour de sa visite dans la capitale libyenne. Selon le patron de l'ONU, cette situation n'est pas la responsabilité de la seule Libye, mais aussi de toute la communauté internationale. Il a estimé que dans les conditions actuelles, il est difficile de considérer que le débarquement en Libye de migrants interceptés ou secourus en mer se faisait en toute sécurité. Antonio Guterres a donc lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle comprenne la nécessité de respecter pleinement le droit international relatif aux réfugiés et la nécessité de traiter le problème de la migration d'une manière compatible avec les intérêts des États, mais aussi des droits de l'homme. Tripoli a progressivement pris le relais de Rome pour coordonner les opérations de secours, reconduisant les migrants en Libye où ils sont détenus dans des conditions difficiles. Les organisations de défense des droits de l'homme considèrent que la Libye, un pays en crise, n'est pas un endroit sûr pour les migrants. Au Soudan, le président Omar El-Béchir a reçu son homologue tchadien Idriss Déby à Khartoum, la capitale soudanaise. Au cœur des échanges, les préoccupations sécuritaires qui engagent les deux États. Je vous propose ici d'écouter la déclaration du président tchadien à l'issue de cette rencontre. Le Tchad a été victime d'une attaque à la frontière libyenne. De l'autre côté de la Libye, il y a des Soudanais, des mouvements rebelles.
Nous devons mettre en place des forces conjointes de part et d'autre de la frontière pour faire face à ces mouvements. Si vous avez des pays voisins avec des problèmes comme la Centrafrique, cela affecte le Tchad. Le Tchad accueille 180 000 réfugiés de Centrafrique et nous devons mettre en œuvre l'accord de Khartoum. Il y a des réunions en Tunisie depuis 2 jours et nous espérons que ces réunions aboutiront à des résultats qui contribueront à rétablir la stabilité dans la région. Notre propre sécurité et celle de notre peuple sont menacées par ces pays. Au Bénin, le positionnement des partis politiques sur le bulletin de vote dans le cadre des élections législatives du 28 avril prochain est désormais connu. Le tirage au sort des partis en lice a eu lieu hier jeudi dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome. Reportage. Après l'échec des négociations de la classe politique en vue d'un consensus pour des législatives inclusives, la Sénat, entendait la Commission électorale nationale autonome, a décidé de poursuivre les activités inscrites dans son calendrier. À cet effet, elle a convié à la séance de tirage au sort qui a eu lieu ce jeudi à son siège les délégués des 2 partis retenus pour prendre part aux élections législatives du 28 avril prochain, à savoir l'Union progressiste et le Bloc républicain, et ce, afin de définir leur positionnement sur le bulletin de vote. Aux représentants des partis politiques, je voudrais dire que ce qui importe pour nous à la Sénat, c'est que tout se passe bien, que tout se passe dans la paix. Vous avez toutes ces cartes-là entre vos mains et il vous appartient de les jouer pour que l'essentiel de ce qui nous réunit soit préservé, à savoir la paix, la concorde et la convivialité. Après cette étape, suivra la phase du lancement officiel de la campagne qui interviendra le 12 avril prochain, suivant le calendrier établi par la Commission électorale nationale autonome. En ce qui concerne la publication de la liste des agents électoraux, notamment celle des assistants des coordonnateurs d'arrondissement et des membres des postes de vote, elle est annoncée pour la semaine prochaine. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a nommé les 33 derniers sénateurs et c'est Patrick Hachi, le secrétaire général de la présidence, qui a rendu public mercredi la liste des sénateurs. Les détails. Après plus d'1 an d'attente, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a nommé les 33 sénateurs qui rejoindront les 66 déjà élus en mars 2018 pour siéger au Sénat, la chambre haute du Parlement ivoirien. Parmi les 33, 11 femmes, dont Makani Diaby, professeur de littérature française à la Georgia University aux États-Unis, mais aussi Mariam Dao Gabala, passée par la haute finance et militante des droits des femmes, ou Catherine Delon, opératrice économique à Bouaké. Avec la nomination des 33 sénateurs, dont plusieurs sous l'étiquette du RHDP, le Sénat ivoirien est ainsi fortement marqué par les couleurs du parti unifié. Nouvelle institution prévue par la Constitution de 2016, le Sénat avait été très critiqué par l'opposition, jugeant que c'était une assemblée budgétivore, inutile et un antre de clientélisme. La rentrée du Sénat est prévue le 11 avril prochain à son siège provisoire de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la paix de Yamoussoukro, la capitale politique du pays. Au Rwanda, à chaque commémoration, les rescapés du génocide de 1994 voient rejaillir dans leurs souvenirs des images qui les hantent. Mais cette triste période est aussi difficile à vivre pour la génération qui n'a pas du tout connu le drame. Reportage. Nés pendant le génocide ou peu après, de jeunes Rwandais évoquent le poids pesant sur leurs épaules, regardent un événement qui a bouleversé leur vie et la responsabilité qui leur incombe pour garantir qu'il ne se répétera pas. Ils n'abordent pas tous le génocide de la même manière. Certains restent détachés d'un événement lointain, d'autres sont écrasés par son poids, d'autres encore, trop intimement affectés, font tout pour oublier. Dès son plus jeune âge, cette génération post-génocide s'est vue inculquer le concept de rwandanité. Elle a appris comment les divisions ethniques avaient conduit au drame. Pour nous qui avons grandi après les événements, on aurait tendance à penser que cela ne nous affecte pas directement, mais je dirais que c'est le cas.
Surtout quand on arrive à un âge où l'on commence à se poser des questions, quand on ne voit pas les parents ou les grands-parents, quand on apprend comment ils sont morts et pourquoi ils sont morts, c'est un fardeau pour nous aussi. La commémoration nous rend forts. Elle nous aide à réaliser ce que nous n'avions pas réalisé et nous fait penser que nous devons défendre le peuple rwandais qui nous a quittés pour avoir un pays meilleur qui ne soit pas caractérisé par l'ethnicité comme il était dans le passé. Nous vivons avec les conséquences du génocide où l'on constate que certaines personnes sont séparées de leur famille ou n'en ont peut-être pas. Les auteurs, les victimes et ceux qui n'étaient pas nés sont tous confrontés aux mêmes conséquences. Une vingtaine de procédures judiciaires visant des personnes soupçonnées d'avoir organisé ou d'avoir été complices du génocide sont actuellement entre les mains du pôle crime contre l'humanité du tribunal de grande instance de Paris, autorisé à poursuivre des personnes soupçonnées de ces crimes si elles sont sur le territoire français en vertu d'une compétence universelle. Voici à présent la revue des titres à la une de quelques quotidiens africains qui sont parus ce vendredi. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Première destination du jour, le Mali. Le Républicain nous informe que les Maliens seront dans les rues aujourd'hui pour dénoncer la mauvaise gouvernance et les tueries des civils dans le centre. Insécurité toujours, on reste avec le Républicain qui nous apprend également que les jeunes du pays Dogon crient leur ras-le-bol, crise scolaire au Mali. On peut également lire à la une du journal Le Républicain que le Parlement somme le gouvernement à trouver une solution pour sauver l'année académique. Le point de l'actualité en Côte d'Ivoire à présent, réforme de la CEI, l'opposition change de stratégie d'attaque, écrit en titre le sursaut qui nous fait également savoir que des gendarmes ont été mis aux arrêts à Yopougon. Le Jour Plus, lui, informe que des cadres du PDCI RDA ont décidé de porter plainte contre Bédier et ses proches. Direction le Togo, mise en œuvre et vulgarisation du plan national de développement PND. La tournée nationale a débuté tambour battant hier à Tsévié, écrit en manchette TM Togo Matin. Autre escale, le Sénégal, où Vox Populi écrit en manchette « Macky engage le plus vaste chantier de son second mandat ». Autre information parue à la une de Vox Populi, un nouveau gouvernement attendu au plus tard samedi. Parade militaire et civile au défilé des 59 ans d'indépendance du Sénégal. Sud Quotidien tire chapeau bas. Situation sécuritaire et humanitaire au Cameroun, la Suisse offre son soutien, écrit en manchette Cameroun Tribune. Insécurité au Cameroun, l'œil du Sahel nous informe de l'enlèvement du chef de village de Dorba et de sa fille. Le gouvernement camerounais fait le point du plan d'assistance humanitaire d'urgence via le quotidien Génération Libre. Dernière escale du jour, le Burkina Faso. Le quotidien nous fait le compte rendu de la rencontre entre le chef de l'État, l'opposition et la majorité. On reste avec le quotidien qui nous apprend également que le système sécuritaire burkinabé a été renforcé. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse Afrique sur Sika TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end à toutes et à tous. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.